Au XIXe siècle, l'amour ne se construisait pas sur des regards volés et de la poésie. Il reposait sur de l'argent sonnant et trébuchant, des lignées de sang et une arithmétique sociale brutale. Florence connaissait ce calcul. Elle avait 26 ans, était pratiquement sans le sou. Et elle possédait une langue assez acérée pour faire saigner. Sa tante s'assurait qu'elle connaisse sa valeur exacte, chaque matin. « Aucun homme de bonne famille ne voudra de toi », ricanait-elle. Et elle avait raison. Les hommes de bonne famille voulaient des choses dociles. Heureusement, l'homme dont le cheval se vidait de son sang sur la route de minuit n'était pas un homme de bonne famille. C'était un duc. Le salon d'Okehaven sentait la laine humide et les vieux regrets. C'était une odeur que Florence connaissait mieux que son propre parfum. Elle était assise près de la fenêtre, poursuivant la lumière déclinante de l'après-midi avec une aiguille et du fil. Elle tentait de réparer le col effiloché de sa seule robe de jour décente. Le feu dans l'âtre était une insulte. 3 morceaux de charbon. Tante Agatha surveillait le seau à charbon avec l'intensité d'un général défendant une ligne de siège. « Tu tires le fil trop fort », dit Agatha. Elle ne leva pas les yeux de son livre de comptes. Le grattement de sa plume était le seul autre son dans la pièce, aigu et impitoyable. « Si je le laisse lâche, la couture va céder », répondit Florence. Sa voix était neutre. Elle avait depuis longtemps abandonné le ton haut et mélodieux que les jeunes femmes de leur rang apprenaient à cultiver. Cela demandait trop d'énergie. Agatha leva enfin les yeux. Ses yeux étaient durs, des choses pâles dans un visage que la vie avait resserré. Elle avait recueilli Florence il y a 8 ans. C'était lorsque la fièvre avait emporté les parents de Florence et que les créanciers avaient saisi le domaine. C'était un acte de charité qu'Agatha s'assurait que Florence paie chaque jour. Une couture abîmée serait appropriée, observa Agatha, sa voix comme de la glace qui se brise. Elle est assortie au reste de toi. J'ai reçu Lady Danbury pour le thé hier, Florence. Sais-tu ce qu'elle m'a demandé? Florence ne s'arrêta pas de coudre. Si nous avions enfin réussi à attraper les rats dans le garde-manger. Elle a demandé si tu étais souffrante. Tu es restée assise là pendant 20 minutes à fixer le mur. Et quand son neveu a tenté de parler de la météo, tu lui as dit que la pluie n'était que de l'eau. Et que cela ne nécessitait aucun débat philosophologique. Agatha ferma le livre de comptes d'un coup sec. Ce garçon a 2000 livres par an. Il est ennuyeux, oui, mais 2000 livres par an couvrent une multitude de platitudes. Tu l'as fait fuir. Il essayait de m'expliquer comment les nuages fonctionnaient, ma tante. Je l'ai simplement informé que j'étais familière avec le concept. Tu l'as humilié. Agatha se leva, sa canne frappant le tapis usé. Tu as 26 ans. Tu n'as pas de dot. Tes cheveux sont d'un brun totalement démodé. Ta mâchoire est trop carrée. Et tu possèdes un tempérament volontaire et masculin. Tu es une personne à charge dans ma maison. Tu manges ma nourriture. Tu brûles mon charbon. Florence coupa le fil avec ses dents. Elle sentit un goût de cuivre. Je suis consciente de l'état de mes comptes, ma tante. Vraiment? Ricana Agatha, s'appuyant lourdement sur sa canne, dominant la chaise de Florence. Parce que tu agis comme si tu avais le luxe de choisir. Tu agis comme si attendre un mariage d'amour était un privilège accordé aux femmes aux poches vides. Ce n'est pas le cas. Aucun homme de bonne famille ne voudra de toi, Florence. Pas avec cette bouche, pas avec ce visage. Tu mourras vieille fille dans une chambre froide, et tu n'auras personne à blâmer que ta propre fierté. Les mots ne choquèrent pas Florence. Ils n'étaient qu'un écho du monologue intérieur qu'elle se récitait dans le noir. Mais les entendre prononcer à voix haute dans la lumière grise du salon ressemblait toujours à un coup physique. Elle ne pleura pas. Les pleurs étaient pour les femmes qui avaient quelqu'un pour les réconforter. Florence posa simplement la robe sur la table d'appoint, se leva et lissa ses jupes. « Je vais vérifier la clôture de délimitation, » dit-elle. « Il va pleuvoir à verse, » lança Agatha. « Alors je serai mouillée. » Florence sortit. Elle ne prit pas de parapluie. Elle attrapa sa lourde cape de laine sur le crochet près de la porte de la cuisine, enfila ses bottes tachées de boue et sortit dans le vent mordant de l'après-midi du Gloucestershire. Le ciel au-dessus avait la couleur du fer meurtri. Le froid était un soulagement. Il engourdissait la douleur dans sa poitrine. Elle marchait à grandes enjambées, déterminée vers le bord de la propriété. Oakhaven avait été autrefois un domaine respectable, mais c'était maintenant une maison en décomposition. Elle était entourée de champs en friche et de bois pourris. La clôture le long de la route de poste penchait depuis des semaines. Si elle tombait, les moutons du voisin entreraient dans leur maigre potager,
et Agatha en parlerait jusqu'à Noël. Florence atteignit la clôture juste au moment où les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Elles étaient lourdes et glaciales. Elle trouva la traverse cassée. Le bois était éclaté, les clous rouillés et tordus. Elle jura à voix basse, resserrant sa cape, et s'agenouilla dans la boue pour essayer de remettre la traverse dans le poteau. Ses mains étaient nues. Elle n'avait pas pensé à prendre des gants. Le bois rugueux lui mordait les paumes, mais elle accueillit la friction. C'était un problème tangible, réparable. Elle poussa de l'épaule contre le bois humide, gémissant sous l'effort. Ça ne bougeait pas. Elle recula, essuya une traînée de boue humide sur son front avec le dos de sa main et donna un grand coup de pied dans le poteau de la clôture. Cela me semble une piètre stratégie de menuiserie. La voix venait de la route. Elle était profonde, résonnante, et portait une légère pointe d'accent aristocratique. Le genre de voix qui exigeait habituellement un brandy dans un club chaleureux, pas celle qu'on trouvait sur un misérable chemin de terre sous une averse. Florence se retourna brusquement. Un carrosse était arrêté sur la route, à moitié incliné dans le fossé. C'était un véhicule massif et imposant, peint en noir, avec des armoiries sur les portes actuellement couvertes de boue. L'une des roues arrière était profondément enfoncée dans l'argile du Gloucestershire. À quelques mètres de là, l'observant par-dessus la clôture brisée, se tenait un homme. Victor détestait la campagne. Il détestait la ville aussi, mais la ville avait des routes pavées. Il voyageait depuis l'aube, fuyant Londres et l'emprise étouffante des machinations matrimoniales de Lady Jersey. Être le duc de Westmoreland s'accompagnait d'une fortune colossale, d'une vaste influence politique et d'une cible sur le dos de la taille de la cathédrale Saint-Paul. Il avait 30 ans, n'était pas marié et était complètement épuisé par la performance de sa propre existence. Chaque sourire qu'il recevait était calculé. Chaque mouchoir tombé était une manœuvre tactique. Il avait décidé de se retirer dans le domaine de son ami Harrington pour chasser les oiseaux et éviter tout contact humain pendant 1 mois. Au lieu de cela, son cocher avait pris un virage trop vite, la route avait cédé, et maintenant son carrosse fait sur mesure était encastré dans un fossé. Il était sorti sous la pluie glaciale pour évaluer les dégâts, tout à fait prêt à déchaîner une tirade cinglante sur son cocher. Mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, il avait entendu un bruit sourd et une série créative de jurons venant de l'autre côté de la haie. Il s'était approché et avait trouvé une femme en train de donner des coups de pied dans une clôture. Elle ne ressemblait à aucune femme que Victor avait l'habitude de voir. Elle était enveloppée dans une cape grise, informe et hideuse. Ses cheveux, d'un brun foncé et lourd, s'échappaient de leurs épingles et collaient à ses joues mouillées. Son visage était barbouillé de boue. Elle manquait de la délicate fragilité de porcelaine prisée dans les salles de bal qu'il venait de fuir. Ses traits étaient forts, une mâchoire nette, un nez droit et des yeux sombres qui le regardaient actuellement avec une expression d'hostilité pure et sans mélange. « Vous vous adressez à moi ?» demanda-t-elle. Sa voix était étonnamment stable, dépourvue de la tonalité haletante que les femmes adoptaient généralement quand elles réalisaient qui il était. Mais encore, elle n'avait aucune idée de qui il était. « Je suis la seule autre personne ici », fit remarquer Victor, posant ses mains gantées sur la poignée de sa canne. « À moins que vous ne conversiez fréquemment avec les moutons. »« Les moutons offrent de meilleurs conseils, » rétorqua-t-elle. Elle ne fit pas la révérence. Elle n'ajusta même pas sa posture. Elle resta simplement campée sur ses positions dans la boue. Et il n'énonce pas des évidences. Ma clôture est cassée. Votre carrosse est coincé. Je dirais que nous avons tous les deux mieux à faire que de critiquer nos méthodes respectives. Victor sentit un étrange sursaut de surprise. Ce n'était pas de l'offense. C'était un amusement sincère. Cela faisait des années que quelqu'un ne lui avait pas parlé sans passer ses mots à travers un filtre de déférence. « C'est juste, dit-il. » Il jeta un coup d'œil à la traverse éclatée. « Vous manquez de levier pour la remettre dans l'articulation. Le bois est gonflé par l'humidité. »« Je suis consciente de la physique du bois mouillé, » dit-elle sèchement. « J'essaie de la forcer. Puis-je » Victor n'attendit pas sa réponse. Il enjamba le muret de pierre qui bordait la route. Ses bottes coûteuses s'enfoncèrent immédiatement dans la gadoue. Son valet allait pleurer. Il s'approcha de la clôture. De près, il réalisa qu'elle n'était pas aussi grande qu'elle en avait l'air, juste farouchement campée. Elle sentait la pluie, la laine mouillée et faiblement le savon à la lavande.
Tenez la traverse supérieure, ordonna-t-il. Elle le fixa, ses yeux se plissant. Il remarqua ses mains. Elles étaient rouges de froid, calleuses au bout des doigts. Des mains de travailleuse, pas les mains d'une dame oisive. « Je n'ai pas besoin de votre aide, dit-elle. Mon carrosse a un rayon de roue en moins, et mon cocher marche actuellement sur 3 miles jusqu'au village le plus proche pour trouver un forgeron. J'ai tout mon temps, madame. Tenez la traverse. » Elle hésita, puis attrapa le bois mouillé. Victor plaça ses mains, grandes, fortes et gantées de cuir fin, à côté des siennes sur la traverse inférieure. « À 3, dit-il. 1, 2, 3. Ils poussèrent ensemble. Le poids et l'angle combinés forcèrent le bois gonflé à rentrer dans l'articulation avec un craquement écœurant. La clôture tenait. Florence recula, à bout de souffle, se frottant les mains écorchées. « Merci, força-t-elle les mots. On aurait dit qu'ils avaient un goût amer. »« De rien, dit Victor, se tournant pour la regarder pleinement. La pluie tombait plus fort maintenant, trempant son grand manteau. « Je ne suppose pas que vous habitiez à proximité et que vous ayez un feu. » Florence le regarda. Elle observa la coupe de son manteau, la qualité de sa cravate, la manière arrogante et facile dont il se tenait, même dans un fossé boueux. Il était beau d'une manière sévère et architecturale. Des pommettes hautes, des cheveux noirs plaqués sur son front, et des yeux d'un gris pâle et perçant. Il puait l'argent. Elle pensa à tante Agatha, assise dans le salon glacial, gardant précieusement ses 3 morceaux de charbon. « Ma maison n'est pas adaptée pour recevoir des invités, » dit Florence catégoriquement. Le sourcil de Victor se haussa. « Je suis debout dans une flaque d'eau. Mes exigences sont actuellement très basses. Et le désir de ma tante de m'humilier devant de riches étrangers est très élevé. Vous n'apprécieriez pas le thé, monsieur, et je n'apprécierais pas les conséquences. » Elle était directe, brutalement directe. Victor la dévisagea. Les femmes ne parlaient tout simplement pas comme ça. Elles tournaient autour du pot. Elles minaudaient. Elles inventaient des excuses sur les domestiques malades ou le salon en cours de redécoration. Elles ne regardaient pas un homme dans les yeux pour admettre la pauvreté et l'hostilité familiale. « Vous êtes une femme remarquablement directe, » dit Victor. « Je trouve que mentir demande trop d'efforts et j'ai très peu d'énergie à revendre. » Florence resserra sa cape. Le village d'Okehaven est à 2 miles sur cette route. Il y a une auberge, l'auberge du sanglier et du sifflet. Elle a un feu et une bière passable. Je vous suggère d'y attendre votre homme. Elle se tourna pour partir. « Attendez, » dit Victor. Le mot était sorti de sa bouche avant qu'il ne puisse l'arrêter. Elle s'arrêta, regardant par-dessus son épaule. La pluie lavait la boue de sa joue, révélant une peau pâle et froide. « Je n'ai jamais su votre nom, » dit-il. « Non, » dit doucement Florence. « En effet. » Et sur ce, elle s'éloigna, disparaissant dans les rideaux de pluie gris, laissant le duc de Westmoreland debout, les chevilles dans la boue, la regardant s'éloigner. Le domaine de Lord Harrington était tout ce qu'Okehaven n'était pas. C'était un temple de l'excès, flamboyant de chandelles et de feux rugissants. Quand Victor arriva enfin, avec des heures de retard, sentant la laine humide et le cheval mouillé, Harrington rit jusqu'à s'étouffer avec son porto. « Westmoreland, tu ressembles à un pilleur de tombes », siffla son ami en le guidant vers le grand escalier. « Va prendre un bain. Ma femme a invité la moitié du comté pour un dîner ce soir. Tu es l'invité d'honneur. » Victor avait pris un bain. Il avait laissé son valet lui enlever la campagne, s'habillant d'une tenue de soirée impeccable, noir austère et blanc immaculé. Il descendit dans la salle à manger, ressemblant exactement à ce que l'on attendait du duc de Westmoreland, froid, puissant et totalement inaccessible. Le dîner fut une agonie. Il était assis en bout de table à côté de Lady Harrington, entouré par la noblesse locale. Ils essayaient tous désespérément de l'impressionner. Les femmes faisaient des simagrées, les hommes se vantaient de leurs chiens de chasse. Victor mangea son faisan rôti et donna des réponses évasives, son esprit vagabondant. Il revoyait sans cesse la femme dans la boue. Le désir de ma tante de m'humilier devant de riches étrangers est très élevé. Qui était-elle? L'honnêteté brute de leur interaction l'avait secoué. Dans son monde, tout le monde voulait quelque chose de lui. Cette femme l'avait regardé, avait vu exactement ce qu'il était, et avait décidé qu'elle ne voulait absolument rien avoir à faire avec lui. Elle avait choisi la pluie glaciale plutôt que sa compagnie. « Votre grâce ?» Victor cligna des yeux,
ramenant son attention sur la table. Lady Harrington le regardait avec un sourire expectant. « Pardonnez-moi, Lady Harrington. Le voyage a été éprouvant. Que disiez-vous? » « Je demandais simplement si vous trouviez le paysage local attrayant, » gazouilla-t-elle. « Bien que je craigne que les routes soient épouvantables. Nous avons entendu dire que votre carrosse a eu un accident près de l'ancienne propriété Penrose. » Victor se figea. « La propriété Penrose? » « Oui, juste à la frontière sud de notre domaine. Une situation tragique, vraiment. » Lady Harrington baissa la voix, se penchant avec la posture avide d'une commère expérimentée. Le vieux monsieur Penrose a tout perdu dans une spéculation minière. Mort d'apoplexie. Sa femme l'a suivi peu après. La maison est une ruine. Seule la belle-sœur y vit maintenant. Une femme affreuse nommée Agatha Hawley. Et la nièce. La nièce? Répéta Victor, sa voix dangereusement calme. Oui, Florence. Un cas tragique. Lady Harrington soupira, bien que ses yeux brillassent. Sans le sou, bien sûr, et tout à fait sur le carreau. Elle doit avoir 26 ans maintenant. Entre nous, votre grâce, elle est totalement immariable. Un caractère épouvantable. Elle a insulté le neveu de Lord Danbury hier encore. L'a renvoyé chez lui. Sa tante est à bout de nerfs. Victor baissa les yeux sur son verre de vin en cristal. Il vit le reflet de la lumière des bougies dans le liquide rouge sombre. Je trouve que mentir demande trop d'efforts. Il leva les yeux. Ses yeux gris pâles se fixèrent sur Lady Harrington avec une intensité qui fit légèrement tressaillir la femme plus âgée. « Vraiment ?» dit Victor doucement. « Comme c'est malheureux pour elle. » Il n'entendit pas un seul mot prononcé pour le reste de la soirée. À 10 miles de là, Florence était assise dans le noir. Les 3 morceaux de charbon s'étaient réduits en cendres depuis des heures. Elle était dans sa chambre, enveloppée dans 2 fines couvertures, écoutant le vent faire vibrer les vitres mal fixées. Elle était revenue de la clôture trempée jusqu'aux os. Tante Agatha l'attendait. Le carrosse sur la route n'était pas passé inaperçu des quelques domestiques qu'elles employaient encore. Le commérage avait atteint la cuisine avant même que Florence n'ait réussi à enlever ses bottes mouillées. Agatha avait découvert que les armoiries sur le carrosse appartenaient au duc de Westmoreland. L'explosion avait été spectaculaire. « Tu lui as parlé ?» avait hurlé Agatha, son visage marbré de violet par la rage. « Tu es resté dans la boue, ressemblant à une mendiante, et tu as parlé au duc de Westmoreland. Fille insolente et stupide. Tu aurais pu l'inviter à entrer. Tu aurais pu lui offrir un abri. Je lui ai indiqué le chemin d'un pub, » avait répondu Florence, lasse. « Nous n'avons pas de feu, ma tante. »« Quel abri pouvions-nous offrir? Notre salon plein de courants d'air. Tu nous as ruinés. Si l'on apprend que nous avons traité un duc comme un simple voyageur. » Agatha avait levé la main, ses doigts tremblants, pointant le visage de Florence. « Tu es un poison, Florence. Tu ruines tout ce que tu touches avec ta fierté. Je te l'ai dit ce matin, aucun homme de bonne famille ne voudra jamais de toi. Et tu viens de le prouver au plus haut pair du comté. » Florence resserra les couvertures autour de ses épaules, frissonnant violemment. Ses os lui faisaient mal, à cause de l'humidité, mais la douleur dans sa poitrine était pire. Elle avait su qui il était. Elle n'avait pas reconnu les armoiries, mais elle avait reconnu l'air d'autorité, la supposition inhérente que le monde se plierait à lui. Elle l'avait renvoyé parce qu'Agatha avait raison. Si Victor Cavendish était entré dans Okehaven, il aurait vu la pourriture. Il aurait vu la pauvreté, le désespoir, l'attachement pathétique à une noblesse fanée. Et il aurait regardé Florence non pas avec le respect amusé qu'il avait montré près de la clôture, mais avec pitié. Florence pouvait survivre à la cruauté. Elle y avait survécu pendant 8 ans. Mais elle ne pouvait pas survivre à la pitié. Elle ferma les yeux, essayant de forcer le sommeil. Mais, chaque fois qu'elle s'assoupissait, elle sentait le bois rugueux et froid de la clôture sous ses mains, et voyait le gris saisissant et perçant des yeux de l'étranger. Elle avait 26 ans. Elle était pauvre, elle était seule, et pour la première fois de sa vie, assise dans le noir glacial, Florence Penrose pleura. Le matin, au domaine Harrington, était une symphonie de richesses. Des chaussons doux sur des tapis épais, des cloches en argent soulevées pour révéler des œufs pochés et des pêches de cerf. L'odeur de café de luxe torréfié sur un feu de bois dur. Victor était assis dans la salle du petit-déjeuner, un journal complètement ignoré dans ses mains, regardant par les vastes baies vitrées. La pluie avait cessé.
laissant la campagne du Gloucestershire meurtrie et délavée. « Tu es exceptionnellement silencieux, Westmoreland », nota Harrington, chargeant son assiette de toast généreusement beurré. « Toujours en deuil de la roue du carrosse? Je pense à la géographie locale, » murmura Victor. Il n'avait pas dormi. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage boueux et défiant de Florence Penrose. Les femmes du monde de Victor étaient des fleurs cultivées, élevées dans des serres, à l'abri du vent. Florence était une racine arrachée à la terre, sale, et s'accrochant obstinément à la vie. Il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il fallait pour briser une femme à ce niveau d'honnêteté brute et mordante. 10 heures, il ne supportait plus le cliquetis de l'argenterie et l'odeur de sucre chaud. Il ordonna qu'on lui selle un cheval. Il ne prit pas de palefrenier. Il partit seul, retraçant la route que son carrosse en ruine avait prise la veille. La route était profondément défoncée, la boue à moitié gelée dans le froid matinal. Oak Haven apparut au sommet d'une colline, et Victor sentit une tension désagréable dans sa poitrine. De loin, il avait la forme d'un grand manoir. De près, c'était une carcasse. La pierre était noire d'humidité et de lierre. Le toit s'affaissait au milieu, comme une colonne vertébrale brisée. Les jardins étaient un enchevêtrement de ronces mortes et de mauvaises herbes pourries. Il descendit de cheval, attacha sa monture à un anneau de fer rouillé, près des marches du perron, et utilisa le lourd heurtoir en laiton. Il résonna creux à l'intérieur. Les minutes passèrent. Finalement, la porte s'ouvrit. Une jeune servante se tenait là, son tablier taché de suie, ses yeux s'écarquillant comme des soucoupes en voyant les bottes polies de Victor, sa redingote impeccablement taillée et l'autorité froide dans ses yeux gris pâles. « Je suis le duc de Westmoreland », dit Victor, sa voix neutre. « Je suis ici pour rendre visite à mademoiselle Penrose et à sa tante. » La servante couina, recula et fila pratiquement dans le couloir. Victor entra. Le hall d'entrée sentait la cire et le désespoir. Le froid dans la maison était glacial, pire que l'air hivernal extérieur, car il semblait piégé, stagnant. Une porte au fond du couloir s'ouvrit violemment. Des pas se précipitèrent vers lui, accompagnés du martèlement frénétique d'une canne. Agatha Hawley tourna au coin. C'était une femme mince et anguleuse, portant une robe qui avait été à la mode une décennie plus tôt. Dès qu'elle le vit, son visage se tordit en une expression de terreur obséquieuse et de délice avide. C'était un regard que Victor avait vu sur des politiciens et des joueurs endettés, et il le méprisa instantanément. « Votre grâce ». Agatha s'abaissa dans une révérence profonde et tremblante. « Nous sommes honorés au-delà des mots. Si j'avais su, la maison est... S'il vous plaît, entrez dans le salon. C'est le plus grand des honneurs. » Victor offrit un signe de tête rigide. « Madame Hawley, je présume. Pardonnez l'intrusion. Mon carrosse a eu un accident sur votre terrain hier. Votre nièce m'a été d'une certaine aide. Je suis venu exprimer formellement ma gratitude. » Le sourire d'Agatha se figea. Ses yeux s'agitèrent nerveusement. « Florence? De l'aide? Votre grâce. Je suis mortifié. C'est une fille grossière et maladroite. Elle n'avait rien à faire à vous parler. »« Je l'ai trouvée tout à fait capable, » dit froidement Victor, suivant Agatha dans le salon. La pièce était exactement comme Florence l'avait décrite. Pleine de courants d'air, miteuse. Un seul feu pathétique brûlait dans l'âtre, ne dégageant aucune chaleur. « Asseyez-vous, je vous en prie », s'agita Agatha, désignant un fauteuil en velours délavé. « Je vais faire envoyer le thé. Et je ferai descendre Florence pour qu'elle s'excuse de l'insolence qu'elle vous a sûrement montrée. »« Ce ne sera pas nécessaire », commença Victor. Mais Agatha criait déjà après la servante dans le couloir. Il se tenait près de la cheminée froide, les mains jointes dans le dos, attendant. 10 minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Florence entra dans la pièce. Elle portait une robe de jour bleue délavée, reprisée au coude. Ses cheveux sombres étaient sévèrement relevés, tirant la peau sur ses pommettes saillantes. Elle avait l'air pâle, fatiguée et profondément sur la défensive. Quand elle le vit debout là, un muscle de sa mâchoire tressaillit. Ses yeux passèrent de Victor à Agatha, calculant le niveau exact du désastre en cours. « Florence !» siffla Agatha, sa voix dégoulinant d'un venin masqué par la politesse. « Sa grâce est venue accepter tes excuses. » Florence se tenait parfaitement immobile. Elle regarda Victor.
Il vit la rougeur de l'humiliation monter à son cou, tachant sa peau pâle. Elle savait exactement pourquoi il était là. Il n'était pas là pour des excuses. Il était là pour inspecter la ruine. Je ne savais pas que j'en devais, dit Florence. Sa voix était basse, dépouillée du feu qu'elle avait montré sous la pluie. C'était la voix d'une prisonnière. Tu as laissé un duc debout dans la boue, lança Agatha. Excuse-toi sur le champ. Victor fit un pas en avant. Madame Hawley, s'il vous plaît. Mademoiselle Penrose ne me doit aucune excuse. En fait, c'est moi qui lui en dois une. Je suis venu prendre des nouvelles de ses mains. Le bois de cette clôture était rugueux. Agatha cligna des yeux, complètement décontenancée. Ses mains? Oui. Victor ne regarda pas la femme plus âgée. Il garda les yeux rivés sur Florence. Je crains que le bois éclaté n'ait pu la blesser. Florence soutint son regard. Il n'y avait aucune gratitude dans ses yeux sombres, seulement un ressentiment amer et vif. Il jouait un jeu de gentleman, et elle était le pion. « Mes mains vont parfaitement bien, votre grâce, » dit-elle, les joignant fermement devant elle. « C'est aimable à vous de vous en enquérir, et totalement inutile. C'est moi qui décide de ce qui est nécessaire, » répondit doucement Victor. « Je vois. » Florence fit un signe de tête bref et moqueur. « Alors je vous remercie d'avoir rempli votre noble obligation. Si vous voulez bien m'excuser, la cuisine requiert mon attention. Nous manquons de personnel. Tu resteras ici, ordonna Agatha, son visage sans pourprendre de rage. Sa grâce est notre invité. Sa grâce est un touriste, dit Florence catégoriquement. Les mots tombèrent dans la pièce comme des pierres lourdes. Agatha haleta. Victor devint complètement immobile. Florence regarda Victor droit dans les yeux, balayant le vernis poli. Vous vouliez le voir, n'est-ce pas? La maison, la pauvreté. Vous vouliez voir si je disais la vérité sur le feu. Eh bien, voilà, votre grâce. Le toit fuit, le charbon est rationné, et nous sommes complètement ruinés. J'espère que la réalité est à la hauteur du divertissement que vous cherchiez. Le silence engloutit la pièce, épais et suffocant. Agatha avait l'air sur le point de s'évanouir. Sa main serrait sa canne si fort que ses jointures étaient blanches. « Va dans ta chambre », murmura-t-elle, sa voix tremblant d'une colère si absolue qu'elle frisait la folie. « Sors de ma vue. » Florence ne tressaillit pas. Elle lança à Victor un dernier regard persistant, un regard qui lui disait qu'il avait franchi une ligne dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Puis elle sortit de la pièce, la colonne vertébrale parfaitement droite. Victor regarda l'embrasure de la porte vide, une sensation de froid l'envahissant. Il avait pensé être chevaleresque, il avait pensé montrer de l'intérêt, mais elle avait raison. Il était entré dans sa cage juste pour regarder les barreaux. « Votre grâce, je suis couverte de honte », balbutia Agatha, ramenant son attention sur elle. Elle tremblait. Elle est instable, son esprit, la pauvreté a brisé son intelligence. S'il vous plaît, vous devez me croire. Ce n'est pas ainsi que Oakhaven fonctionne. Nous sommes une famille respectable. Victor regarda la femme plus âgée. Il vit la cruauté gravée dans les lignes de son visage. Il vit la façon dont elle regardait sa nièce, non pas comme une famille, mais comme un fardeau, un bouc émissaire. « Madame Hawley », dit Victor, sa voix baissant à un registre grave et dangereux. L'accent aristocratique disparut, remplacé par le ton qui faisait transpirer les politiciens. « Je vous suggère de choisir vos prochains mots avec une extrême prudence. » Agatha cligna des yeux, reculant. « Votre grâce? Vous parlez de respectabilité alors que vous laissez votre nièce réparer une clôture sous une averse sans gants. Vous parlez de honte alors que vous l'humiliez devant un étranger. Mademoiselle Penrose est la seule personne dans cette maison qui possède une once de dignité. » Il n'attendit pas sa réponse. Il tourna les talons et sortit du salon, ses lourdes bottes résonnant sur le plancher nu du couloir. Il voulait trouver Florence. Il voulait s'expliquer. Expliquer quoi? Qu'il la trouvait fascinante? Que sa misère avait en quelque sorte guéri son ennui? Non, cela ne ferait que confirmer son accusation. Il sortit par la porte d'entrée, détacha son cheval et monta. Le trajet de retour vers le domaine Harrington Hall fut un tourbillon de vent froid et d'amers reproches. Il était un duc. Il possédait le pouvoir de changer des vies d'un simple claquement de doigts. Mais Florence Penrose ne voulait pas de son argent, et elle ne voulait certainement pas de sa pitié. Pour la première fois de sa vie d'adulte,
Victor Cavendish n'avait aucune idée de quoi faire. De retour à Oakhaven, la tempête avait enfin éclaté. Florence était assise sur le bord de son lit étroit, écoutant les cris d'Agatha résonner dans la cage d'escalier. La femme plus âgée saccageait l'étage inférieur, jetant des livres, renversant des chaises. Finalement, les pas montèrent les escaliers. La porte de la chambre de Florence s'ouvrit violemment, heurtant le mur avec un craquement. Agatha se tenait dans l'embrasure, respirant lourdement, son visage un masque de haine pure. « C'en est fini de toi », siffla Agatha, sa voix vibrante. « Je t'ai logé, je t'ai nourri. J'ai toléré ton existence misérable et ingrate pendant 8 ans, espérant contre tout espoir qu'un imbécile aveugle et désespéré pourrait te prendre en charge. » Florence ne leva pas les yeux. Elle garda les yeux fixés sur l'ourlet effiloché de sa courte pointe. « Je suis désolé que vous estimiez que l'investissement a eu de piètres rendements, ma tante. N'ose pas te moquer de moi. » Agatha entra dans la pièce, levant sa canne. Un instant, Florence crut qu'elle allait la frapper. Elle ne le fit pas. Elle abattit la canne sur le sol. « Tu as insulté le duc de Westmoreland. Tu l'as traité de touriste. Il a quitté la maison en rage. Comprends-tu ce que tu as fait? Il parlera à Lord Harrington. Nous serons exclus du peu de société qu'il nous reste. Le boucher nous coupera le crédit. »« Le boucher nous a coupé le crédit il y a 2 semaines, ma tante, » fit remarquer Florence, sa voix dénuée d'émotion. « Et le duc nous aura oubliés demain matin. Je ne prendrai pas ce risque. » Agatha se pencha, ses yeux pâles, grands ouverts et fiévreux. « Tu pars. » Florence leva enfin les yeux. Un frisson de peur réelle parcourut sa colonne vertébrale. « Partir? Ma cousine, Madame Higgins, m'a écrit il y a 1 mois. Elle vit à York. Elle est alitée, aveugle, et a besoin d'une dame de compagnie pour vider son pot de chambre et lui faire la lecture. J'ai jeté la lettre au feu, parce que je n'infligerai pas la maison de cette femme à un chien. » Agatha sourit, un étirement fin et cruel des lèvres. « Mais j'ai gardé l'adresse. Tu vas faire ta malle. Il y a une diligence postale qui passe par le village à minuit. Tu seras dedans. » York? Florence se leva. La peur se propageait maintenant, transformant le sang dans ses veines en glace. York était à des centaines de miles, un aller simple pour la servitude dans la maison d'une étrangère. C'était une condamnation à mort pour son esprit. « Vous ne pouvez pas me mettre dehors au milieu de la nuit. »« Regarde-moi faire, » cracha Agatha. « Tu as jusqu'à 11 heures pour emballer tes misérables haillons. Le fils du jardinier emmènera ta malle à l'auberge dans la brouette. Si tu n'es pas hors de cette maison à minuit, je ferai en sorte que le gendarme t'expulse pour violation de propriété. Tu n'es plus ma nièce. Tu n'es rien. » Agatha se tourna et sortit, refermant la porte derrière elle. Le verrou cliqua. Florence se tenait au centre de la pièce glaciale. Le silence revint en force, bourdonnant à ses oreilles. Elle se dirigea vers le petit miroir fissuré posé sur sa table de toilette. Elle regarda son reflet. Elle regarda la mâchoire carrée qu'Agatha détestait, les cheveux sombres, les yeux fatigués. « Aucun homme de bonne famille ne voudra de toi !» Agatha avait enfin gagné. Le calcul était arrivé à 0. Florence n'avait plus rien à calculer. Mécaniquement, complètement engourdie, elle se dirigea vers sa petite armoire et sortit sa malle en cuir cabossé. L'horloge de la bibliothèque de Lord Harrington sonna 11 heures. Victor était assis dans un profond fauteuil en cuir près du feu, un verre de brandy non touché à la main. La maison était calme. Les autres invités s'étaient retirés, mais l'esprit de Victor tournait à plein régime. Il revoyait sans cesse la scène dans le salon d'Oakhaven. Il avait terriblement mal géré la situation. Il avait chargé comme une force d'invasion, complètement aveugle à l'écosystème fragile d'abus et de survie dans lequel elle vivait. En confrontant sa tante, il n'avait pas protégé Florence. Il l'avait abandonnée aux retombées. Un coup sec à la porte de la bibliothèque brisa le silence. Victor fronça les sourcils. « Entrez !» La porte s'ouvrit pour révéler le majordome de Harrington, l'air profondément désolé et légèrement froissé, comme s'il s'était habillé à la hâte. « Pardonnez l'intrusion, votre grâce. Il y a un jeune garçon à la porte de la cuisine. Il travaille comme jardinier au domaine d'Oakhaven. Il a marché les 3 miles dans le noir. Il insiste pour vous parler. J'ai essayé de le renvoyer, mais il est farouchement persistant. » Victor posa le verre de brandy d'un coup sec. « Faites-le entrer. Ici, votre grâce? Dans la bibliothèque? Maintenant, faites-le. » Un instant plus tard,
Un garçon d'à peine 12 ans fut poussé dans la pièce. Il tremblait, couvert de boue jusqu'aux genoux, serrant une casquette de laine en lambeaux dans ses mains. Il avait l'air terrifié. « Vous avez demandé à me voir ?» dit Victor, gardant sa voix douce. Le garçon déglutit difficilement. « Vous êtes le duc, celui qui a réparé la clôture avec mademoiselle Florence ?»« C'est moi. C'est pour mademoiselle Florence, monsieur. » La voix du garçon se brisa. « La vieille harpie, madame Hawley, je veux dire, elle est devenue complètement folle après votre départ. Elle criait et jetait des objets. Elle a enfermé mademoiselle Florence dans sa chambre. Et maintenant, le garçon s'essuya le nez sur sa manche. Maintenant, elle la renvoie. » Victor se leva. Sa poitrine se serra. « Où ? » ?»« À York, monsieur, pour être servante chez une parente horrible. La diligence postale passe par le village à minuit. Madame Hawley m'a fait charger la malle de mademoiselle Florence dans la brouette. Je suis censé l'emmener à l'auberge du Sanglier et du Sifflet. Mais mademoiselle Florence, elle a toujours été bonne avec moi. Elle me donne du pain en cachette quand la cuisinière ne regarde pas. Je ne savais pas quoi faire. J'ai entendu la servante de cuisine dire que vous aviez passé une bonne semonce à la vieille. Alors j'ai couru ici. » Victor regarda l'horloge. Il était 11h15. York, une vie de misère et de servitude. Une lente et écrasante effacement de la femme fière et farouche qu'il avait rencontrée sous la pluie. Et c'était de sa faute. Son intrusion arrogante et négligente avait déclenché la trappe finale sous ses pieds. « Où est-elle maintenant ?» demanda Victor, sa voix aussi tranchante que de la glace qui se brise. « Elle marche vers le village, monsieur. Seule dans le noir. La diligence s'arrête à minuit. » Victor ne dit pas un mot de plus. Il contourna le garçon, passa devant le majordome déconcerté et sortit directement par les portes d'entrée du domaine. Il n'attendit pas de palefrenier. Il ne prit même pas la peine de mettre un manteau. Il courut aux écuries, jeta lui-même une selle sur son massif hongre noir, serra la sangle et se mit en selle. Le cheval protesta contre ce traitement brutal, dansant de côté, mais Victor enfonça ses talons. Ils sortirent en trombe de la cour de l'écurie, les sabots du cheval faisant voler le gravier. Victor se dirigea vers le village d'Oakhaven, l'air froid de la nuit lui mordant la poitrine à travers sa fine chemise de lin. La lune était cachée derrière une épaisse couche de nuages. La route était un ruban traître de boue noire et d'ornières profondes. Un cavalier sensé l'aurait prise au petit trot. Victor poussa le hongre dans un galop effréné et téméraire. Le vent rugissait à ses oreilles. Les arbres passaient comme des fantômes. Le cheval glissa 2 fois, trébuchant dans l'argile profonde, mais Victor le maintint par la seule force de sa volonté, le poussant en avant. « Aucun homme de bonne famille ne voudra de toi. » Les mots que Lady Harrington avait colportés au dîner résonnaient dans son esprit. Sans le sou immariable, un caractère épouvantable. Ils étaient tous des imbéciles, absolument tous. Ils ne voyaient pas le feu à cause de la fumée. Florence possédait plus de courage, plus d'intégrité brute et sans phare dans ses bottes boueuses que tous les aristocrates scintillants de Londres réunis. Elle n'était pas un cas de charité, elle n'était pas une curiosité, elle était une égale, et elle était sur le point de disparaître dans le noir, parce qu'il n'avait pas su comment le lui dire. Les lumières du village apparurent enfin au loin, quelques faibles carrés jaunes contre l'obscurité. Victor pressa le cheval en sueur et écumant, sautant un muret de pierre pour couper à travers un pâturage gelé, gagnant de précieuses minutes sur le trajet. Il atteignit la rue principale du village, juste au moment où les roues massives et lourdes de la diligence de la poste royale s'immobilisaient devant l'auberge du Sanglier et du Sifflet. Le cocher criait déjà à l'aubergiste. Dans la pénombre, éclairée par les lanternes oscillantes de l'auberge, Victor la vit. Florence se tenait sur le côté de la route. Elle portait la même cape grise informe, tenant un petit sac de voyage cabossé. Son visage était complètement caché dans l'ombre de sa capuche. Elle paraissait minuscule à côté de la masse imposante de la diligence. Elle avait l'air vaincue. Victor tira fort sur les rênes. Le massif cheval noir se cabra, ses sabots ferrés faisant des étincelles sur les pavés, poussant un hennissement perçant qui brisa le calme du village. Florence se tourna. Le cocher de la diligence jura. L'aubergiste se figea. Victor ne prit pas la peine de trouver l'étrier. Il sauta du cheval avant qu'il ne se soit complètement immobilisé, ses bottes heurtant le sol avec un bruit sourd. Il jeta les rênes à l'aubergiste stupéfait et marcha droit vers la diligence, droit vers elle.
Le cocher de la diligence de la Poste Royale était un homme qui respectait un horaire plus qu'il ne respectait Dieu. Il se pencha depuis son siège, le visage rouge à cause du vent mordant, et foudroya du regard l'homme qui venait de provoquer un quasi-carambolage au milieu d'une rue de village boueuse. « Et là !» Boigla le cocher, sa voix tranchant le reniflement du hongre noir écumant. « Déplacez cette bête. Nous avons 5 minutes pour faire le changement, et nous sommes déjà en retard depuis Gloucester. » Victor l'ignora. Il ne leva même pas les yeux vers le siège du cocher. Ses yeux étaient entièrement fixés sur la femme debout sur les pavés. Florence n'avait pas bougé. La capuche de sa cape cachait l'expression de son visage, mais Victor pouvait voir la tension rigide dans ses épaules. Elle serrait la poignée de son sac en cuir cabossé si fort que ses jointures brillaient d'un blanc laiteux à la faible lueur des lanternes de l'auberge. Il marchait vers elle. La boue glaciale aspirait ses bottes coûteuses. Le vent fouettait sa fine chemise de lin contre sa poitrine, lui volant la chaleur de sa peau en quelques secondes, mais il ne sentait pas le froid. « Mademoiselle Penrose », dit Victor. Sa voix n'était pas le commandement retentissant d'un duc. Elle était basse, éraillée sur les bords, dépouillée de toute son armure polie. Florence releva enfin la tête. Son visage était pâle, ses yeux sombres grands ouverts et sur la défensive. « Que faites-vous ici ?»« Montez dans la diligence, mademoiselle », cria de nouveau le cocher, claquant son fouet contre le marchepied pour insister. « Je n'attends pas la fin d'une querelle d'amoureux. Vous avez un billet ou vous n'en avez pas ?» Victor ne rompit pas le contact visuel avec Florence. Il plongea la main dans la poche de sa culotte, en sortit un lourd souverain d'or et le lança aveuglément par-dessus son épaule. La pièce atterrit avec un bruit sec sur le toit de la diligence. « La dame ne se rend pas à York, » dit Victor, assez fort pour que le cocher l'entende. « Laissez sa malle à l'aubergiste. Continuez votre route. » Le cocher regarda la pièce d'or, regarda le massif cheval noir, puis regarda la coupe du pantalon de Victor. C'était un homme du peuple, mais il reconnaissait le pouvoir quand il se tenait dans la rue et jetait de l'or à ses pieds. Il toucha son chapeau, cria au palefrenier de laisser la malle et fit claquer les rênes. La lourde diligence s'ébranla, ses roues cerclées de fer grinçant contre les pierres, quittant le village et emportant avec elle la sentence d'exil de Florence. Florence regarda la diligence disparaître dans le noir. Puis elle se tourna pour regarder à nouveau Victor. Il n'y avait aucun soulagement dans ses yeux. Il n'y avait qu'une fureur profonde et bouillonnante. « Qui vous a donné le droit ?» exigea-t-elle, sa voix tremblant légèrement, trahissant l'épuisement sous sa colère. « Qui vous a donné le droit de décider où je vais, de jeter votre argent sur ma vie comme si c'était un jeu que vous pouviez truquer ? Ce n'était pas un jeu. » Victor fit un pas de plus. Le vent le mordit de nouveau, et il ne put réprimer un violent frisson. C'était une erreur, mon erreur. Je suis entré dans la maison de votre tante sans penser aux conséquences que cela aurait pour vous. J'ai sous-estimé sa cruauté. Vous avez sous-estimé ma réalité, rétorqua Florence, refusant de reculer. Elle resta campée sur ses positions, une île dans la boue. Je vous avais dit ce qui arriverait. Je vous avais dit que je ne pouvais pas me permettre les conséquences de votre curiosité, et vous vous êtes imposé quand même, juste pour prouver que vous le pouviez. Et maintenant, ma tante m'a mise à la porte, et vous avez renvoyé mon seul moyen d'abri. York n'était pas un abri. C'était une prison. C'était un toit, cria Florence. Le volume soudain de sa voix résonna contre les murs de pierre de l'auberge. Quelques clients regardèrent par les fenêtres à meneaux, mais elle s'en moquait. C'était un toit, et c'était de la nourriture, et c'était tout ce qu'il me restait. Vous n'avez pas le droit de débarquer ici sur vos grands chevaux et de jouer les sauveurs, alors que c'est vous qui avez allumé l'incendie. Alors laissez-moi l'éteindre. Victor combla la distance restante entre eux. Il s'arrêta à moins d'un pied d'elle. De près, Florence pouvait voir le tribut physique que la chevauchée lui avait coûté. Sa poitrine se soulevait. Ses cheveux étaient plaqués sur son front par la sueur et l'humidité. Il ne portait rien d'autre qu'une culotte de soirée, de hautes bottes et une fine chemise blanche qui n'offrait aucune protection contre le rude hiver du Gloucestershire. Ses lèvres étaient bleutées. Il était en train de mourir de froid au milieu de la rue. Florence le fixa. L'arithmétique cynique dans sa tête s'arrêta net. Les hommes comme le duc de Westmoreland ne chevauchaient pas sans manteau. Ils ne ruinaient pas leurs vêtements. Ils ne frissonnaient pas. « Vous ne portez pas de manteau, dit-elle.
la colère s'évanouissant soudainement, remplacée par un sentiment déconcertant d'irréalité. « J'étais pressé, » répondit Victor en claquant des dents. « Vous êtes un idiot, » murmura-t-elle, sans aucun doute. Il baissa les yeux sur elle, ses yeux gris pâles intenses et inébranlables. « Mais je suis un idiot qui vous demande d'entrer pour vous mettre à l'abri du froid. S'il vous plaît, Florence, donnez-moi 10 minutes pour m'expliquer. Si vous voulez toujours partir après ça, je louerai une voiture privée et je vous enverrai à York moi-même. Je le jure. » Florence regarda ses lèvres bleues. Elle regarda ses mains, qui étaient serrées en poing pour arrêter de trembler. Il lui offrait un choix réel et tangible, dépouillé de l'autorité pesante avec laquelle il était né. Elle laissa échapper un long souffle rauque. Le panache blanc fut capturé par la lumière de la lanterne. « 10 minutes, dit-elle. Et commandez une théière. Si vous mourrez d'hypothermie dans la rue, ma tante trouvera un moyen de m'en blâmer. » Le salon privé de l'auberge du Sanglier et du Sifflet sentait légèrement le vieux tabac et la bière renversée, mais le feu qui rugissait dans l'immense cheminée en pierre était magnifique. L'aubergiste avait jeté un coup d'œil à Victor, reconnu l'aura terrifiante d'un noble frigorifié, et avait immédiatement vidé l'arrière-salle. Il avait apporté une lourde couverture de laine, une théière fumante de thé noir, et une bouteille de son meilleur brandy, avant de s'enfuir et de fermer la porte hermétiquement. Victor se tenait agressivement près du feu, la couverture de laine enroulée étroitement autour de ses épaules par-dessus sa chemise mouillée. Le frisson violent commençait à se calmer, remplacé par un épuisement profond et douloureux. Florence était assise dans une chaise en bois à haut dossier de l'autre côté de l'âtre. Elle avait repoussé sa capuche, mais n'avait pas enlevé sa cape. Elle était assise le dos parfaitement droit, ses mains enroulées autour d'une épaisse tasse en céramique de thé, laissant la chaleur s'infiltrer dans ses paumes calleuses. Le silence s'étira entre eux, lourd et crépitant avec la chaleur du feu. « Je vous écoute », dit enfin Florence, prenant une gorgée du thé brûlant. Victor se détourna des flammes pour lui faire face. Il ne prit pas la peine de faire une introduction polie. Il avait appris sa leçon sur le fait de se cacher derrière les bonnes manières avec cette femme. « Je déteste ma vie », dit Victor catégoriquement. Florence s'arrêta, la tasse à mi-chemin de ses lèvres. Elle haussa un sourcil. « Pardonnez-moi si mon cœur ne saigne pas pour le duc de Westmoreland. J'imagine que le fardeau d'une immense richesse et d'une liberté sociale totale est écrasant. »« C'est étouffant, » corrigea Victor, ignorant son sarcasme. « Chaque interaction que j'ai est une transaction. Chaque mot qui m'est adressé est calculé pour un retour maximal. Les femmes que je suis censé courtiser sont élevées pour être agréables, silencieuses et complètement dépourvues de pensée indépendante. Elles ne me veulent pas. Elles veulent le titre, les domaines et l'accès au roi. J'ai passé les 10 dernières années entouré d'une mer de menteurs souriants. » Florence posa sa tasse sur la petite table à côté d'elle. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Je ne suis pas dans votre mer. Je me noie dans un océan complètement différent. Parce que vous ne m'avez pas menti. » Victor laissa tomber la couverture de ses épaules. Il ne se souciait plus du froid. Il s'approcha et s'assit dans la chaise en face d'elle, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. « Hier, dans la boue, vous m'avez regardé et m'avez dit exactement ce que vous pensiez de moi. Aujourd'hui, dans votre salon, vous m'avez regardé dans les yeux et avez balayé toutes les fictions polies que votre tante essayait de construire. Vous êtes la créature la plus terrifiante d'honnêteté que j'ai jamais rencontrée. L'honnêteté n'est pas une vertu, votre grâce. C'est un sous-produit du fait de n'avoir plus rien à perdre. Je me fiche de ce dont c'est un sous-produit. Ce qui m'importe, c'est que c'est réel. » Victor soutint son regard. La lumière vacillante du feu projetait des ombres nettes sur ses pommettes. « J'ai vu la façon dont vous survivez. J'ai vu l'intelligence qu'il y a là-dedans, et le courage brutal. Vous n'avez pas votre place à York, à vider des pots de chambre pour un fantôme. Vous avez votre place à la tête d'une table, à terrifier les politiciens, et à gérer un domaine qui exige réellement de la poigne. » Le cœur de Florence eut un battement étrange et inconfortable contre ses côtes. Elle agrippa les accoudoirs en bois de sa chaise. C'était une femme cynique. Elle savait comment le monde fonctionnait. Mais l'intensité brute dans ses yeux était désorientante. « Que voulez-vous dire » demanda-t-elle, sa voix dangereusement calme. « Je vous demande de m'épouser. » Les mots tombèrent dans la petite pièce chaleureuse comme une enclume. Florence le dévisagea. Elle attendit la chute.
Elle attendit le sourire cruel, la révélation de la blague. Mais le visage de Victor resta complètement sérieux, complètement ouvert. « Vous êtes fou », souffla Florence. « Le froid a gelé votre esprit. Je suis entièrement lucide. J'ai 26 ans, dit-elle, sa voix s'élevant, la panique et la colère se disputant dans sa poitrine. Je n'ai pas de dot. Ma famille est ruinée. Je suis considéré comme totalement immariable par tous les gentlemen du comté. Heureusement que je ne suis pas un gentleman, répondit Victor doucement. Je suis un duc. Je ne réponds à personne. Arrêtez. Florence se leva, s'éloignant du feu pour se réfugier dans l'ombre de la pièce. Elle se sentait comme un animal pris dans un piège qui s'ouvrait soudainement, incertaine si la porte ouverte n'était pas juste un autre type de leurre. Vous ne voulez pas d'une femme, vous voulez une rébellion. Vous voulez choquer votre société polie en traînant une vieille fille sans le sou et tâcher de boue dans leur salon et en les regardant allaiter. Je ne serai pas votre accessoire. Vous pensez que je me soucie assez de la société pour monter un spectacle pour eux? Victor se leva et traversa la pièce, arrêtant sa marche en se plaçant directement sur son chemin. Florence, regardez-moi. Elle leva les yeux. Son visage était à quelques centimètres du sien. Je ne veux pas d'un accessoire. Je veux une partenaire, dit Victor, sa voix baissant à un murmure bas et rauque. Je veux une femme qui me dira quand je suis un imbécile arrogant. Je veux une femme qui sait ce qu'il en coûte de survivre, qui ne se brisera pas la première fois que le vent soufflera froid. Je vous veux. Florence sonda ses yeux. Elle chercha la pitié. Elle chercha la charité. Elle ne trouva ni l'une ni l'autre. Elle ne trouva qu'un besoin désespéré de quelque chose d'authentique, d'une connexion qui n'était pas construite sur un livre de contes. « Je ne suis pas docile », l'avertit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je ne sourirai pas quand je serai en colère. Je ne serai pas d'accord avec vous juste parce que vous tenez les cordons de la bourse. Si jamais vous commencez à être d'accord avec moi juste à cause de mon argent, je divorcerai, dit Victor, un léger sourire sincère se dessinant enfin sur son visage. Florence laissa échapper un souffle qui ressemblait à moitié à un rire, à moitié à un sanglot. L'absurdité totale de la situation s'abattit sur elle. Elle se tenait dans le salon miteux d'une auberge à minuit, se faisant demander en mariage par un duc en chemise mouillée. L'arithmétique de sa vie avait toujours été simple. Zéro actif, zéro perspective. Mais en regardant Victor Cavendish, elle réalisa que le calcul venait de changer entièrement. « Je veux ma propre pension », dit Florence, relevant le menton, ses yeux sombres brillant de leur ancien feu. « Je ne vous supplierai pas pour de l'argent de poche. » Le sourire de Victor s'élargit en quelque chose de dangereusement beau. « Accordé. Et je veux le contrôle absolu des jardins du domaine. Tous. Ils sont à vous. Et... » Florence hésita, la gorge soudainement serrée. « Je ne veux plus jamais, jamais avoir froid. » Victor tendit la main. Il ne demanda pas la permission. Il prit simplement ses mains froides et calleuses dans ses grandes mains chaudes. Sa prise était ferme, rassurante et incroyablement sûre. « Vous avez ma parole, Florence, » dit-il doucement. « Vous n'aurez plus jamais froid. La lumière du matin à Gloucester est toujours pâle et impitoyable. Mais alors que le lourd carrosse noir aux armoiries de Westmoreland remontait la longue allée défoncée d'Okehaven, le soleil perça enfin les nuages gris. Victor était assis en face de Florence. Il était maintenant correctement habillé, ayant envoyé un cavalier au domaine de Harrington à l'aube pour chercher des vêtements frais et son carrosse réparé. Il portait un manteau anthracite, taillé avec précision, ressemblant en tout point au terrifiant père du royaume. Mais ses yeux, quand il regardait Florence, étaient chaleureux. Florence était assise en face de lui, sa malle en cuir cabossé déjà attachée à l'arrière du carrosse. Elle portait toujours sa robe de jour bleue délavée et sa cape informe, mais sa posture avait changé. La tension défensive et cassante qui avait défini son existence pendant 8 ans avait disparu. Elle regardait par la fenêtre la façade en décomposition d'Okehaven, non pas avec désespoir, mais avec l'intérêt détaché de quelqu'un qui regarde une pièce de musée. Le carrosse s'arrêta devant les marches du perron. Victor sortit le premier, lui offrant sa main. Florence la prit, sentant la force solide de sa prise à travers son gant de cuir. Ils franchirent les portes d'entrée sans frapper. La maison était étrangement silencieuse. Florence mena le chemin dans le couloir jusqu'au salon. Agatha Hawley était assise dans son fauteuil habituel, enveloppée dans un châle, son livre de contes ouvert sur ses genoux.
Elle leva les yeux lorsque la porte s'ouvrit, une expression suffisante et satisfaite se formant déjà sur son visage. Elle s'attendait à voir la servante revenir avec son thé du matin, confirmant que la diligence de minuit avait emporté son problème pour toujours. Au lieu de cela, elle vit Florence, et juste derrière elle, projetant une longue ombre sombre dans la pièce glaciale, se tenait le duc de Westmoreland. L'expression suffisante d'Agatha se brisa. Le sang quitta son visage si vite qu'elle ressemblait à un cadavre. Le livre de comptes glissa de ses genoux, heurtant le sol avec un bruit sec. « Florence » murmura Agatha, ses yeux passant frénétiquement de sa nièce au duc. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Tout était censé être dans la diligence. « Il y a eu un changement de programme, ma tante, » dit Florence. Sa voix était calme. Elle n'était pas en colère. Elle était simplement résignée. Agatha se leva péniblement, s'appuyant lourdement sur sa canne. Elle força un sourire maladif et tremblant en direction de Victor. « Votre grâce, je ne comprends pas. L'avez-vous ramenée pour la punir? Je vous assure que quoi qu'elle ait fait, je m'en lave les mains. Elle n'est plus ma responsabilité. Vous avez entièrement raison, Madame Hawley, » dit Victor. Sa voix était comme une lame tirée d'un fourreau de velours, douce, polie et complètement létale. « Elle n'est plus votre responsabilité. Elle est la mienne. » Agatha cligna des yeux. « La vôtre? Mademoiselle Penrose m'a fait le profond honneur d'accepter ma main. Nous nous rendons à Londres aujourd'hui pour obtenir une dispense de banc. » Victor s'avança, se tenant épaule contre épaule avec Florence. « J'ai donné instruction à mon homme d'affaires de racheter les dettes de ce domaine. Toutes, d'ici la fin de la semaine, je serai propriétaire d'Oak Haven. » Agatha vacilla. Elle s'agrippa au dossier de sa chaise pour se soutenir, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans un son. Le calcul dans sa tête court-circuitait. La nièce qu'elle avait qualifiée d'immariable, la fille qu'elle avait traitée comme un chien errant, était sur le point de devenir l'une des femmes les plus puissantes d'Angleterre. Mais elle n'a rien, finit par étouffer Agatha, sa méchanceté luttant contre son choc. Aucun homme de bonne famille ne voudrait d'elle. Je sais très bien ce que veulent les hommes de bonne famille, répondit froidement Victor. C'est pourquoi je l'emmène loin des petites personnes pathétiques qui confondent la cruauté avec le raffinement. Vous serez autorisée à rester dans cette maison, Madame Hawley. Vous recevrez une modeste pension, mais vous ne contacterez plus jamais ma femme. Si vous tentez de lui écrire ou de lui parler, je vous jetterai à la rue. Nous sommes-nous bien compris? Agatha fixa le duc. Elle vit le pouvoir absolu et sans compromis sur son visage. Puis elle regarda Florence. Elle attendit que Florence jubile. Elle attendit le ricanement triomphant. Mais Florence la regarda simplement avec une pitié tranquille. « Au revoir, tante Agatha », dit doucement Florence. « J'espère que vous apprécierez le feu. » Elle se tourna et sortit du salon. Victor la suivit, refermant la lourde porte en chêne derrière eux, scellant Agatha avec son livre de comptes vide et ses 3 morceaux de charbon. Ils sortirent de la maison étouffante et entrèrent dans l'air vif et lumineux du matin. Le carrosse attendait, le valet tenant la porte ouverte. Victor aidit Florence à monter. Alors que la lourde porte se refermait, les enfermant dans l'intérieur chaud et luxueux, le carrosse s'ébranla, tournant ses roues loin d'Oak Haven pour toujours. Florence s'adossa au coussin. Le cuir était doux. L'air à l'intérieur sentait la cire d'abeille et la laine de luxe. Elle laissa échapper un long souffle, fermant les yeux un instant. C'était fini. Le froid était fini. Elle sentit un mouvement à côté d'elle. Victor se pencha et prit doucement ses mains sur ses genoux. Il commença lentement, délibérément, à masser la peau brute et calleuse de ses doigts. Florence ouvrit les yeux et le regarda. « Vous n'étiez pas obligé d'acheter les dettes, » dit-elle tranquillement. « C'était un gaspillage d'argent. C'était un investissement dans ma tranquillité d'esprit, » répondit Victor, sans lever les yeux de ses mains. « Et de plus, j'ai l'intention de démolir la maison et de planter un très grand jardin très bien géré sur les ruines. Je crois que vous avez demandé le contrôle absolu de l'horticulture. » Florence le fixa. Un rire, sincère et éclatant, jaillit de sa poitrine, la prenant complètement par surprise. Il semblait étrange dans sa gorge, un muscle qu'elle n'avait pas utilisé depuis près d'une décennie. Victor leva les yeux. Le son de son rire provoqua quelque chose de profondément étrange dans son cœur. Il sourit, se penchant plus près. « Le voilà », murmura-t-il. Je me demandais à quoi ça ressemblait. Florence ne se recula pas.
Elle regarda l'homme qui avait chevauché dans le noir, qui avait gelé dans la boue, qui avait vu le pire d'elle et avait décidé que c'était exactement ce qu'il voulait. Elle appuya sa tête contre son épaule. Il était chaud. Il était solide. Au XIXe siècle, l'amour reposait sur de l'argent sonnant et trébuchant et une arithmétique sociale brutale. Mais alors que Victor passait son bras autour d'elle, la serrant contre lui tandis que le carrosse filait vers Londres, Florence réalisa que parfois, le calcul était faux. Parfois, deux nombres négatifs entraient en collision dans le noir et, contre toute attente, ils créaient un positif. Florence n'a pas seulement échappé à une vie de misère. Elle a complètement réécrit les règles du jeu. Elle a prouvé qu'une femme n'a pas besoin de se rabaisser pour être sauvée. Parfois, elle a juste besoin de tenir bon jusqu'à ce que le bonhomme soit assez courageux pour se tenir à ses côtés dans la boue. Quel retournement de situation magistral dans le salon. Si vous avez aimé voir Florence et le duc renverser la situation face à sa tante cruelle, écrasez ce bouton j'aime. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer une autre romance historique captivante. Laissez un commentaire ci-dessous. Quel a été votre moment préféré de leur cours brutal et honnête? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les héroïnes farouchement indépendantes.